mesdames, messieurs. Merci d'être présents à notre débat de cet après-midi, d'autant plus que dans le contexte actuel, il mérite quand même d'être entendu. Alors, avant toute chose, je voudrais rappeler quelques éléments factuels sur la situation contemporaine. Au regard de l'industrie, la France est parmi les pays les plus désindustrialisés du G7. Depuis 20 ans, la part de l'industrie française dans le PIB a chuté de 20 à 10% pour se situer aujourd'hui entre 10 et 12%, ce qui est quand même considérable. Quand on compare avec l'Allemagne qui est à 25% et demi, l'Italie à 19,7% et l'Espagne à 16%. Je précise que les chiffres que je vous annonce là, ce sont des chiffres qui relèvent du gouvernement. Hein, c'est pas de la fantaisie. On est aussi des champions de la délocalisation. Et d'ailleurs, à ce sujet, on peut aussi parler de théories un peu foireuses au sujet de l'industrie ou des entreprises sans usine. Ça, c'était en particulier quelqu'un qui a été vu comme l'homme de la situation, en l'occurrence Serge Tchuruk, qui était PDG de Alcatel et qui parlait de l'entreprise sans usine. C'était très bien, sauf qu'aujourd'hui, Alcatel a complètement disparu, il n'existe plus. Les structures de recherche et développement dont on était très fiers ont été complètement démantelées et elles se situent ailleurs dans le monde, mais elles ne sont plus en France. Or, je pense que dans ce domaine, nous avions vraiment à dire. Moi, j'ai passé ma vie, en tout cas une grande partie de ma vie professionnelle, à sillonner la France et une partie de l'Europe pour rencontrer des entreprises, pour leur vendre des assistances techniques, pour leur vendre du conseil. Et aujourd'hui, si on devait citer des noms comme Péchinet, Lafarge, Arcelor, les chantiers de l'Atlantique, eh bien, ces entreprises-là ne sont plus dans notre paysage. Pourtant, elles pourraient très bien y être encore. On citera évidemment Alstom Power, où nous avons aussi mis à l'encan notre capacité à fabriquer des chaudières nucléaires. Et donc désormais, si on devait... c'est en cours de se négocier, il paraît qu'on va le racheter, mais beaucoup plus cher qu'on l'a vendu, parce que nos porte-avions, nos sous-marins nucléaires, les chaudières en question, ils étaient partis chez General Electric. Je citerai comme ça, en passant, des tas de sous-traitants que j'ai connus dans le temps, comme Berthier à Soissons, BSL, Péquet-Tesson, qui était un chaudronnier qui faisait des pièces pour le secteur nucléaire, Cellier, toutes ces entreprises-là, elles ont disparu. Alors bon, je vais quand même m'efforcer d'être un peu positif, mesdames, messieurs, quand même. De temps en temps, il faut essayer de l'être. Aujourd'hui, la chute se ralentit. De 2010 à 2015, nous avons perdu 400 usines. De 2016 à 2021, nous avons 120 sites de plus. Hurrah, quand même. D'autre part, il y a des évolutions stratégiques liées au Covid, liées à la guerre, qui font qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui se font jour. Ça, c'est nouveau. On peut désormais y croire. On s'est rendu compte qu'on avait peut-être été trop loin dans les délocalisations et que peut-être il y a des choses qu'on ne pourra plus se permettre d'externaliser, d'envoyer à l'étranger comme on l'a fait. Il est vrai que pendant la période du Covid, par exemple, on s'est trouvé en rupture de paracétamol, de machines d'assistance respiratoire, tout simplement de masques. Et par ailleurs, dans le domaine du développement durable, il y a des sujets dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, et aussi, peut-on dire, un retour en grâce des politiques industrielles. Alors, donc, je disais à nouveau des opportunités. Par ailleurs, il y a des contre-exemples. On citera par exemple l'EPR de Flamanville, qui est quand même un sujet où on a acquis à peu près 10 ans de retard sur la mise en service, avec des surcoûts. On est passé de 3,3 milliards de budget à 19,4 milliards en réel. Les personnes qui sont ici vont nous parler d'autre chose, qui ont trait en particulier à la mobilité. Et nous avons des gens d'excellent niveau autour du train, autour du rail.
et également autour de la production industrielle. Alors je pense que dans un premier temps, et sans attendre, j'ai assez parlé. Oui, je précise encore, nous y croyons, nous pensons qu'il y a des opportunités dans ce pays, nous pensons qu'il y a encore des possibilités, mais pour cela, il y a des choses à faire, et c'est de ça qu'on va un peu débattre maintenant. Donc, sans attendre, je vais vous demander, messieurs, l'un après l'autre, de vous présenter en quelques mots votre carrière, enfin ce que vous avez pu réaliser. Bien, merci. Donc, je m'appelle Pierre Devalland, je suis l'ancien responsable directeur de la R&D d'un centre technique qui s'appelle le CETIM, Centre technique des industries mécaniques. Et à présent, depuis que je suis parti du CETIM, j'exerce une activité de conseil essentiellement dans le domaine de l'innovation. Donc j'aide les entreprises soit en amont à élaborer leurs programmes et leurs projets d'innovation, soit en aval à faire des demandes de subventions ou de demandes de crédit d'impôt recherche de façon à pouvoir obtenir un peu d'argent pour les recherches qui ont été entreprises. J'ai créé un bouquin qui s'appelle L'innovation de rupture et puis je suis conseiller auprès des techniques d'ingénieurs pour les traités de génie mécanique et de management et de l'ingénierie de l'innovation. Christian Courtois. Alors j'ai travaillé, je viens de finir ma carrière juste à l'instant. Donc voilà, j'ai une nouvelle vie devant moi. Et j'ai été responsable de la traction électrique à la SNCF. À SNCF Réseau, vous savez que SNCF est, en gros, dans le groupe, il y a le côté opérateur ferroviaire qui est en concurrence avec... on en parlera sans doute tout à l'heure de cette concurrence. Et puis il y a le côté installation fixe et accès libre à ces installations fixes, libre et équitable, je dirais. Donc voilà, j'ai travaillé à SNCF Réseau. Je me suis occupé de traction électrique et à travers la traction électrique, c'est aussi maintenant beaucoup la décarbonation et comment le chemin de fer peut répondre à l'enjeu actuel de la décarbonation des transports. David Goerès, donc je suis actuellement le chef de projet du futur TGV, on appelle le TGVM. Donc j'ai une carrière de 25 ans maintenant à peu près à la SNCF. Donc une dizaine d'années en tant qu'expert des chaînes de traction TGV. Donc j'ai côtoyé les équipes de Christian puisque c'était le couple chaîne de traction et infrastructure électrique étaient intimement liés. Et une deuxième partie de carrière en tant que responsable technique de TGV. Donc là, j'ai élargi le domaine de compétences à tous les domaines du matériel roulant. Et depuis 3 ans, je suis le chef de projet du futur TGV. Donc en changeant de poste, j'ai dû faire 5 ou 6 postes dans mes 25 années. J'ai fait 5 ou 6 postes que dans le TGV. C'est un outil et un produit tellement complexe et passionnant qu'on peut y faire de multiples métiers et s'épanouir pleinement sur ce type de matériel. Autre chose, vous pourrez, messieurs, je pense, nous parler un peu au-delà du TGV, du reste de ce qui concerne la problématique du transport par rail, car dans le contexte actuel, je pense qu'il y a des perspectives qui sont ouvertes et qui sont plus importantes que jamais. Hugo. Alors, bonjour à tous. Avant tout, je tenais à remercier l'organisation de Time World pour leur accueil et ce temps de parole qui nous est offert. Alors, moi, je m'appelle Hugo Altinock. Je suis étudiant trinational, Alsace, Allemagne, Suisse, en génie électrique et informatique industrielle. Je suis également très intéressé de manière personnelle sur tout ce qui concerne les mobilités, principalement ferroviaires. Et à côté de ma vie d'étudiant, je suis aussi bénévole au Club de la Grande Vitesse Ferroviaire, qui est une association qui œuvre pour la transmission des savoirs dans le domaine industriel ferroviaire et qui essaye de faire le pont entre les acteurs académiques et les acteurs industriels. C'est parfait. Ok. Bon, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec une première question qui reviendra à Pierre Devalland. Selon toi, qu'est-ce qui a fait le succès de l'industrie manufacturière en France ? Au début du 19e siècle, les choses sont parties avec tout ce que vous connaissez bien, Denis Papin, la machine à vapeur, mais avec cette trouvaille, disons, c'était vraiment le début de l'industrie
Et le début de l'industrie à travers... Ah, bon, vous n'entendez pas, excusez-moi. Hein. Donc, nous étions tout au début de l'industrie, et le premier développement s'est porté justement sur le rail, hein, parce qu'il y avait le charbon, il y avait la vapeur, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire du transport par le rail. Et pendant près d'un siècle, ça a été franchement les deux facteurs dominants. Hein. L'attraction à vapeur et le rail. Hein. Et puis, il s'est passé une chose assez extraordinaire, c'est que à la fin du 19e, début du 20e, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les quelques pays occidentaux qui à l'époque étaient forts, puissants, qui avaient des colonies, hein, eh bien, dans ces pays, a été inventé des choses des objets techniques, hein, qui aujourd'hui façonnent encore notre existence. L'automobile, l'avion, la fusée, le métropolitain. Hein. Donc, toutes choses que vous connaissez bien, mais qui ont été véritablement inventées en France, et ce qui faisait la richesse de nos pays européens. Hein. Et les 4 que j'ai cités en particulier. Donc c'était franchement quelque chose, un saut technologique considérable. Bon, après la Première Guerre mondiale, bien sûr, les États-Unis nous ont vite rejoints et dépassés du fait de leur puissance économique importante. Alors, il y a eu beaucoup d'innovations depuis. Hein. Bon, vous les connaissez. Bon, le cinéma, le nucléaire, la production de plastique et de polymères. Je ne sais pas si on aurait dû le faire. Hein. Et puis l'électronique et l'informatique. Bon. Tout s'est bien passé jusqu'au début des années 70. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est très simple. Hein. Notre animateur en a parlé. Hein. Nous avons connu des gens, des philosophes, des économistes, des intellectuels, qui ont dit que, en fait, l'industrie, c'était fini. Maintenant, le siècle qui allait s'ouvrir venait à faire en sorte qu'il n'y aura plus que les services qui comptent, hein, dans notre pays. Hein. Et les pouvoirs publics se sont désintéressés de l'industrie. J'en sais quelque chose, j'ai pratiquement connu cette désindustrialisation pendant toute ma carrière. Alors tout à l'heure, des chiffres ont été cités. C'est vrai qu'en partant à plus de 50% de l'économie du pays, il y a un siècle maintenant, on est réduit à 10%. Alors on a fait une erreur stratégique. L'erreur, c'était de penser que la société des services allait tout régler. Mais c'était vite oublié que l'industrie constitue un socle qui est indispensable. D'ailleurs, on le voit bien, la plupart des services à valeur ajoutée sont des services à l'industrie. Donc on s'en est rendu compte un peu tardivement, mais il y a quand même eu des choses depuis les années 70 qui sont arrivées. Hein. On a fait le TGV, on a fait le Concorde, qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? On a fait l'industrie nucléaire, que j'allais oublier. Hein. Ce sont des succès industriels considérables. Sauf que ces succès industriels, ils ont eu bien du mal à survivre. Hein. Alors le Concorde, lui, il nous a apporté les développements technologiques qui nous ont permis d'avoir une industrie aéronautique et spatiale qui est encore très performante, hein, et qui est au moins aussi performante que celle des États-Unis. Nous avons le TGV, il est encore là, mais les autres orateurs en parleront. Hein. Et puis il y a l'industrie nucléaire, on en a beaucoup parlé. Hein. Et puis cette industrie, je ne mâcherai pas mes mots, je crois qu'elle a été tuée par le lobbying écologiste, hein, parce que c'était bien de vouloir faire de l'écologie, mais quand on n'a pas de substitution à quelque chose qu'on utilise, il faut peut-être se poser la question de la substitution avant de faire disparaître ce qui nous apporte l'énergie dont on a besoin. Voilà, je crois que je vais en rester là, hein, avant d'aborder le futur. Mais la situation au début des années 2000, avec l'effet de la mondialisation, a été véritablement catastrophique pour notre civilisation, tout au moins au niveau français. Ce qu'on peut dire, Pierre, c'est que tu parlais du Concorde tout à l'heure.
Il est vrai que si on n'avait pas fait le Concorde, on n'aurait probablement jamais fait Airbus. Voilà, c'est clair. Donc, je n'ai pas cité Airbus, mais bon, je pense que c'était... Voilà. Et c'est un fait que je me souviens quand j'étais un petit garçon, j'étais petit. Quand on parlait d'Airbus, au départ, tout le monde était assez étonné et disait « mais ça ne marchera jamais ». Déjà, le nom est absolument ridicule. Mais aujourd'hui, ils sont les premiers mondiaux quand même, malgré tout. Le premier TGV, le TGV Sud-Est, que tout le monde connaît. Les plus jeunes ont dû en entendre parler, ont des images dans la tête, hein, c'est ce TGV orange. Donc déjà, un des premiers succès de ce TGV, c'est son design. Enfin, moi, je veux dire, faut insister là-dessus. C'était quand même un ovni à l'époque. Hein. Faut voir comment étaient les trains, et c'était un design vraiment très agressif, très attractif. C'est un défi technologique le TGV. Donc on parle du mobile, mais c'est vrai pour l'infrastructure. C'est-à-dire, c'est être capable de maintenant quelque chose qui est devenu tout à fait courant, hein, faire déplacer un train à 300, 320. À l'époque, c'était 260, c'était la première étape, mais c'était quand même un challenge technologique important. Donc il y a plein de nouveaux concepts dans un TGV, dans ce TGV sud-est fin des années 70, début des années 80. C'est la rame articulée, c'est le bogie intercaisse, c'est la suspension pneumatique. Il y en a tout un tas. Mais c'est aussi une infrastructure. Peut-être que Christian en dira quelques mots tout à l'heure, mais faire rouler un engin de 400 tonnes à 260 ou 300 km/h, il faut vraiment avoir des rails très bien posés pour éviter tout phénomène d'accélération selon les trois axes. C'est une caténaire, il faut capter l'énergie. C'est vraiment une prouesse technologique pour l'époque qui a été portée, qui a été validée par beaucoup d'essais. Mais ce qui a fait le succès du TGV, c'est des innovations technologiques, mais c'est surtout que c'est une nouvelle offre de mobilité qui a trouvé une clientèle. Donc au départ, finalement, il y a eu un tronçon TGV entre Paris et Lyon, et assez rapidement, parce que c'était attractif, parce que ça permettait finalement de faire le trajet de centre-ville à centre-ville plus rapidement que l'avion, c'est ce qui a fait le succès du TGV. C'est que finalement, cette offre de mobilité qualitative a permis de faire mieux que la concurrence. Et donc, ça a remporté, ça a attiré des voyageurs, et c'est ce qui a permis finalement de dire, c'est un moyen de transport pertinent. Il a connu un essor entre 1980 et les débuts des années 2000, avec beaucoup de lignes qui ont été construites sur la Méditerranée, sur le Nord, sur l'Atlantique. Et voilà. Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est certes une innovation technologique, mais c'est un moyen de transport qui a trouvé son public. Et c'est ça qui a fait son succès. Est-ce qu'on peut dire aussi que, à propos du TGV, au fond, quand on regarde ça en tant que candide, en tant que simple voyageur, on finit par trouver ça normal, on ne s'étonne même plus, mais en même temps, c'est quand même un système d'une très grande complexité, ne serait-ce que pour gérer le flux de toutes ces machines qui vont les unes derrière les autres, de fournir l'énergie requise, d'avoir la maintenance qui se fait au moment où elle doit se faire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus là-dessus ? Oui. Enfin, en quelques exemples, en quelques chiffres, un TGV qui roule à 300 km/h, il lui faut 3,5 km pour s'arrêter. Donc ça, déjà, pour assurer la sécurité, si vous détectez un obstacle, s'il y a un train qui est présent devant vous, faut toujours avoir ça à l'idée, c'est qu'il va falloir plusieurs kilomètres pour s'arrêter. Donc derrière, il y a toute une logistique, tous des équipements technologiques qui permettent justement d'anticiper, de prévenir le conducteur. Et faire rouler un mobile de plus de 400 tonnes à ces vitesses-là, ça reste effectivement un défi technologique. Et derrière, donc, c'est une organisation, c'est des équipements éprouvés qui permettent de garantir à tout moment la sécurité. Et effectivement, un autre chiffre, pour faire circuler un train, un TGV à ces vitesses-là, l'énergie que l'on doit capter à la caténaire sur un contact qui est équivalent à une pièce de 2 €, c'est 9 mégawatts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 9 mégawatts que l'on capte sur une surface équivalente à une pièce. C'est un contact ridicule.
Et voilà. Et c'est ce genre de défi. Alors c'est vrai que c'est devenu l'outil du quotidien. Moi, j'habitais en région parisienne. Maintenant, j'habite au Mans. Je prenais le RER. Maintenant que j'habite au Mans, je prends le TGV comme je prends le RER quand je prenais le RER. C'est-à-dire, je le prends tous les jours et ça me permet d'arriver à mon bureau à Montparnasse en un très grand confort. Donc c'est devenu un objet du quotidien. Mais ça reste d'une complexité de tous les jours pour assurer ce service à l'heure, le plus souvent possible, et avec une qualité de service irréprochable. Est-ce qu'on a tiré tous les enseignements que le développement du TGV a nécessité, et est-ce que ça a nourri aussi le reste de l'offre de transport ? Alors, le retour d'expérience sur les TGV, effectivement, au début, c'était tout nouveau. On a connu une vingtaine d'années, les 20 premières années, un développement vraiment très croissant du TGV et avec beaucoup d'innovation. Finalement, on s'apercevait, si on prend l'historique, en 1980, le premier TGV qui sort. Dans les années 90, on a une nouvelle génération, donc qui roule cette fois à 300 km/h, le de 260. Dans les années 1995, c'est le TGV duplex, donc c'est encore une nouvelle offre de mobilité à deux niveaux. Le TGV s'est européanisé, c'est-à-dire que dans la deuxième moitié des années 90, le TGV a franchi les frontières. Alors il le faisait déjà un petit peu en Suisse, mais il a été beaucoup plus loin. Et donc finalement, c'est devenu le moyen de transport à grande vitesse qui s'est démocratisé en Europe pour le transport à moyenne distance. Pourquoi ? Parce que on s'est aperçu que finalement, il était tout à fait compatible et concurrentiel vis-à-vis de l'aviation sur des distances entre 0 et 1000 km. Et donc, les trains à grande vitesse européens ont capté ces marchés sur ces lignes intérieures, sur ce transport à moyenne vitesse. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, l'offre TER, si on prend les autres moyens, on s'est aperçu que finalement, les TER, assez rapidement, sont devenus finalement des petits TGV. C'est-à-dire qu'on retrouve une architecture de TGV dans les engins de TER qui sont arrivés à partir du milieu des années 90. Les Allemands, leur ICE, finalement, c'est presque un TER à grande vitesse. Dans leur mode d'exploitation, c'est exactement ça. Ils s'arrêtent tous les 200 km. La France, on a un réseau qui est un peu différent avec des distances assez importantes entre les grandes villes. On a donné l'exemple de Paris-Lyon, mais c'est le cas pour Paris-Bordeaux, Paris-Strasbourg, c'est de l'ordre de 500 km. En Allemagne, les distances sont plutôt de 150-200 km. Donc finalement, on s'est aperçu que ça a influencé tous les autres modes de transport en disant qu'il fallait proposer une offre adaptée aux services, adaptée aux besoins des clients. Donc effectivement, ça a attiré tout le monde, ça a modifié les modes de transport. On va passer peut-être à Christian, et en particulier les points de vigilance dans un projet de ligne de chemin de fer, le maillage, le réseau. Là, il y a beaucoup à dire aussi parce que on regarde par exemple le TGV ou le TER, mais si on ne considère pas ça dans un contexte plus global, il manque quelque chose clairement. Donc peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus ? Tout à fait, merci. Pour compléter ce que vient de dire David, et ça répondra déjà à la question, le chemin de fer, c'est une somme de systèmes et de sous-systèmes. David a beaucoup parlé du matériel roulant, il a aussi évoqué l'infrastructure. Lui-même, dans le matériel roulant, il a un tas de sous-systèmes, et dans l'infrastructure, il y a un tas de sous-systèmes. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a déjà la voie, il y a le génie civil, les ouvrages d'art, les télécommunications, la signalisation. Il faut une signalisation extrêmement performante pour tous les types de trains, et bien évidemment pour les TGV, ça n'en est que d'autant plus impressionnant d'avoir des trains qui se suivent à 320 km/h toutes les 3 minutes. Donc il faut des systèmes absolument sécuritaires. Vous n'avez depuis 40 ans maintenant que le TGV existe, on a fêté les 40 ans l'année dernière, il n'y a pas un seul train qui a été rattrapé par un autre. Et puis il y a l'alimentation d'énergie, il y a la compatibilité électromagnétique, enfin il y a un nombre de domaines extraordinaires. Alors j'en profite pour dire aux jeunes étudiants et aux futurs ingénieurs, mais venez au chemin de fer, vous aurez les plus beaux métiers du monde, vous aurez un panel de domaines à travailler absolument incroyable, vous pourrez sauter de l'un à l'autre. Enfin, vous n'aurez que des satisfactions en tant qu'ingénieur.
même quitte à faire de l'économie, des RH et plein de choses. C'est un monde extrêmement complet. Alors pour en revenir maintenant à l'effet réseau, c'est un peu ça que tu citais, l'effet réseau. Alors d'abord, il faut voir qu'aujourd'hui le réseau, quand vous êtes voyageur, enfin les voyageurs, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est monter dans un train de qualité, mais le train de qualité ne satisfera ses voyageurs que s'il a une infrastructure de qualité. Donc il faut une infrastructure qui soit justement dimensionnée, pas surdimensionnée, pas sous-dimensionnée, qui soit justement dimensionnée, qui soit bien entretenue, que chacune de ces composantes que je viens de citer soit donc conçue dans ces conditions de justesse et de juste coût. Et ce qu'il faut aussi pour que ça marche bien, vous comprenez bien par exemple que si on doit faire des travaux, il faut que les trains puissent continuer à rouler. Donc il faut un réseau maillé. Alors je vais vous prendre un exemple assez simple puisque j'étais dans le domaine de l'électrification. Vous savez que les axes hors TGV, je parle plus de TGV maintenant. Par exemple, il y a Paris-Lyon, il y a Paris-Clermont-Ferrand et puis Paris-Toulouse, etc. Si on fait les grandes radiales. Eh bien aujourd'hui, pour qu'un train électrique aille de l'ouest de la France vers l'est de la France, en passant par le sud de Paris, c'est soit la banlieue parisienne, soit Nîmes et Montpellier. Entre les deux, il n'y a rien. Alors qu'il y a un tas de lignes électrifiées. Et aujourd'hui, il y a une idée qui est d'électrifier, par exemple, de Nevers à Chagny, c'est-à-dire jusqu'à Chalon-sur-Saône, pour simplifier, ou Dijon. Eh bien, quand on regarde, si on se dit, les trains qui roulent aujourd'hui en diesel, on va les passer en électrique, effectivement, c'est pas un bon investissement, parce qu'il doit y avoir 10 trains par jour, c'est pas intéressant. Par contre, ce qui devient très intéressant, c'est quand on va imaginer qu'on fait des travaux sur une des radiales dont je viens de parler, et qu'on pourra passer de l'est à l'ouest beaucoup plus facilement et détourner des trains et ainsi rendre le réseau plus fiable. Et c'est ça la force de réseaux comme ceux de la Suisse, comme ceux de l'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas, c'est que ce sont des réseaux extrêmement maillés et que même s'il y a des travaux ou un incident sur une branche de ce maillage, on arrive à passer autre part. Et aujourd'hui, le réseau français électrifié est relativement peu maillé parce que ce sont surtout des grandes radiales et assez peu de transversales. Et si on veut profiter de l'effet réseau, et une fois de plus avec grande qualité et fiabilité, eh bien il faut qu'on continue à électrifier ce réseau. Alors c'est vrai aussi pour les autres domaines, hein. C'est vrai pour l'armement de la voie. Si un train très très lourd doit être dévié et puis passer par une voie où on admet que du 18 tonnes, enfin je dis 18 tonnes et que c'est des wagons qui sont à 22 tonnes 5, ça passera pas non plus. Donc le maillage du réseau est important et c'est ça aussi qui génère du trafic, c'est ça qui appelle les opérateurs ferroviaires à venir, parce que il faut savoir par exemple que dans le fret, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs fret qui ne veulent pas venir parce qu'ils n'ont pas de sillon, c'est-à-dire de traces, hein, de qualité. Il y a des opérateurs ferroviaires étrangers, voyageurs qui voudraient venir, mais ils viennent pas parce qu'on leur donne pas les sillons de qualité, où on leur dit, un jour tu passeras là, un jour tu passeras là, mais on sait pas quand, etc. Voilà. Donc tout ça, le premier acte, c'est un réseau maillé, un réseau bien entretenu, et un réseau qui donc finalement présente des critères de fiabilité et de disponibilité. Peut-on dire au fond que la France, c'est un peu malicieux la remarque, la France souffre encore d'un certain jacobinisme ferroviaire? Je le pense, oui, un peu au niveau ferroviaire, oui. Alors on a quand même une chance aujourd'hui, c'est que l'État délègue énormément aux régions. Alors aujourd'hui l'État, enfin je dirais, si on se compare à l'Allemagne, hein, chose que les Français adorent faire, pour sortir de l'ère du diesel, l'Allemagne a dit, parce qu'il n'y a pas de mystère, hein, pour rouler sans émissions de carbone, il ne faut pas tourner autour du pot, il faut électrifier les lignes. Alors évidemment, s'il y a très peu de trafic, on peut penser à des modes un peu alternatifs comme le train à batterie, voire le train hydrogène, mais foncièrement, il faut électrifier. Bon, en Allemagne, comme tout bon Allemand, gouvernement allemand, on fait un plan, et c'est 600 km qui sont électrifiés par an, ça se lit sur Internet. Hein, c'est d'ailleurs à telle enseigne que l'industrie allemande ou les industries européennes n'arrivent plus à fournir toute la demande de la Deutsche Bahn pour les électrifications. En France, il
n'y a pas d'argent, ça c'est connu. Hein. On parle de l'endettement, mais l'endettement, c'est au quotidien que nous on vit l'endettement de la France, on le vit au quotidien. Hein. Il n'y a pas d'argent. Et par contre, en France, on a une chose, c'est les régions. Les régions veulent faire du chemin de fer électrique, veulent décarboner, veulent d'abord du train. Elles veulent du train régional, et ensuite elles le veulent décarboner. Et les rares projets d'électrification, par exemple, qu'il y a aujourd'hui en France, sont des projets soutenus par les régions. Voilà. Et donc ça, c'est un espoir, c'est quelque chose qui va faire avancer déjà le chemin de fer en régional, le TER. On a parlé du TGV, mais je souscris complètement ce que David a dit. Les TER d'aujourd'hui, c'est déjà des concepts du TGV déclassés pour rouler de 320 à 200, mais finalement le concept est un peu le même aujourd'hui, hein, que ce soit pour l'infra. Vraiment pour l'infra, on va plus vite, etc. Il y a toutes les contraintes techniques liées à la vitesse, mais sur le fond, voilà, c'est aussi tout un ensemble. Hein. TER plus TGV, ça permet de faire des voyages complets, de partir d'un point, d'aller à l'autre, d'organiser son propre voyage pour que les voyageurs trouvent tous les moyens et la complémentarité entre tous les modes. Bien, merci. On va peut-être passer à David sur le projet TGV du futur, le TGV-M. Quelle est la place des contraintes environnementales? Comment s'inscrit là-dedans ce projet? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors le projet TGV est démarré en 2015. Faut faire c'est issu de 15 ans où finalement on a arrêté d'innover dans la grande vitesse à la française. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'au début des années 2000, on a vraiment fortement innové dans le TGV avec des nouveaux produits, le TGV à 2 niveaux, etc. Et puis depuis le début des années 2000, finalement, on était les premiers au monde à proposer une offre aussi performante, surtout en Europe. Et donc on s'est un petit peu reposé sur nos lauriers avec une généralisation du TGV 2 niveaux. On a traité des obsolescences technologiques, donc on a généré des nouvelles motorisations, mais finalement on n'a pas créé de véritable nouvelle offre pour les clients. Et donc finalement on s'est fait rattraper par les autres. Et donc en 2015, quand on est arrivé, on s'est dit voilà, on a un produit qui finalement, d'un point de vue coût d'exploitation, modèle économique, et s'est fait rattraper, voire dépasser par des concurrents. Les concurrents européens, c'est l'ADB avec son train Siemens, mais également les Italiens, les Espagnols. Enfin voilà, nous étions les pionniers. Maintenant, nous sommes face à des concurrents qui proposent une offre de mobilité qui est tout à fait aussi bonne que la nôtre, voire meilleure sur certains points. Et donc ça, c'est arrivé en 2015. Et pendant ces 15 années, de 2000 à 2015, le constructeur, ce qui a généré cette non-innovation, c'est finalement les procédures européennes qui ont changé la relation entre le fournisseur et le constructeur du train et le client. Jusqu'aux années 2000, finalement, on était des partenaires. On innovait ensemble, on construisait ensemble, on prenait les risques ensemble. La SNCF prenait part entière dans la conception des trains. Et puis, les règles européennes de concurrence ont dit on doit faire un appel d'offres. C'est-à-dire que l'exploitant ferroviaire ne doit plus construire le train. Il doit faire un appel d'offres et les différents constructeurs européens, alors qu'avant chaque finalement exploitant, la SNCF, son constructeur préféré c'était Alstom, en Allemagne c'était Siemens, et chacun était voilà. Et donc finalement pour générer de la concurrence, on a dit on va dissocier ce partenariat, et donc un exploitant ferroviaire doit quand il veut acheter un train doit consulter tous les constructeurs. Et c'est ça qui a généré un frein à l'innovation, parce que derrière on est passé d'une relation de partenaire à une relation de client-fournisseur. Et seul le constructeur prenait les risques industriels. Et ça a tout changé. Et donc, arrivé en 2015, face à ce constat, on s'est dit, là, il faut changer les règles. Donc, nous, SNCF, on avait déjà capté, finalement, tous les points forts de notre TGV. Ça faisait presque 40 ans qu'on l'exploitait, donc on avait capitalisé des points forts, on avait capitalisé des points faibles. Un des points faibles, je vous donne un exemple, c'est son manque de modularité. Quand on a voulu faire les trains Ouigo, donc les trains Ouigo, on a pris des trains existants, avec des premières classes et des secondes classes, et on s'est dit, on va les transformer en trains low cost. Pourquoi? Parce que dans fin des années 2010, nouveau acteur de mobilité, le transport aérien low cost.
Donc on avait pris presque toutes les parts de marché sur le transport de 500 à 1000 km intérieur par rapport à l'aviation. Et là, le low cost vient nous challenger et finalement on reprend des parts de marché. Donc il faut qu'on réagisse et on crée Ouigo. Et là, quand on a voulu transformer nos trains, nos TGV, et dire on va faire de la seconde classe partout, eh ben on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas faits pour. On a vraiment rencontré des grosses difficultés techniques pour transformer nos TGV en ces nouveaux moyens de mobilité. Et donc ça a vraiment ces deux éléments, le fait de ne plus avoir innové, de s'être fait finalement rattraper par des moyens de transport concurrents, et finalement d'avoir capitalisé tous les points faibles de nos TGV, c'était vraiment notre nouvelle feuille de route en 2015 du TGV du futur. C'était de dire reprendre une longueur d'avance, capitaliser les points forts des TGV avec 40 ans d'expérience, les améliorer, les simplifier, corriger les points faibles, donc la modularité, et c'est ça qui a fait la feuille de route de notre programme. Et donc finalement, ça s'est décliné en 8 objectifs d'innovation sur ce TGV. La feuille de route, c'est moins cher, donc moins 20% sur le prix d'acquisition, moins 30% sur le coût de maintenance. Donc comment on réussit à faire des choses comme ça? C'est en simplifiant les concepts. On a repris les concepts de TGV, l'outil industriel, l'outil pour développer, pour concevoir le train, pour le dimensionner, les moyens informatiques, tout ça ont évolué et on a pu reproduire ces concepts en les faisant plus simples et moins chers à produire. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est le transport ferroviaire. C'est le moyen de transport qui va permettre de relever le défi climatique. C'est le moyen de transport collectif qui émet le moins de CO2. Donc, on s'est dit, le deuxième axe d'innovation de ce TGV du futur, c'est il doit consommer moins. Donc moins 20% de consommation d'énergie par rapport au TGV de niveau de dernière génération. C'est aussi pouvoir transporter plus de voyageurs dans la même longueur de train, sans dégrader le confort. Donc ça, c'est possible parce que les moyens technologiques ont permis de condenser, de réduire la place réservée aux équipements pour faire un TGV, aux équipements techniques, et donc de mettre des voyageurs à la place. Donc, vous consommez moins 20% d'énergie, vous transportez presque 10% de voyageurs en plus, c'est 34%, le TGV M, c'est 34% de carbone à la place en moins sur un trajet par voyageur. Donc ça, c'était le deuxième axe. Et le troisième axe, c'était corriger ce qu'on avait rencontré sur les problématiques Ouigo, c'est finalement la modularité. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge en permanence. Je vais vous donner un exemple concret, la crise Covid. Donc moi, on était en plein programme TGVM, on avait figé notre diagramme, on était presque à concevoir les rames et on avait dit 20% de première classe, 80% de seconde classe. Le Covid arrive, plus personne au niveau business prend le train et la première. On est tous en télétravail. On fait des projections et on se dit, mince, le futur, il n'y aura pas 20% de première classe. Et donc il faut très vite qu'on change notre diagramme et qu'on mette plus de seconde classe parce que la première classe, on ne sait plus la remplir. Et c'est ça la modularité. C'est être capable très rapidement de s'adapter aux besoins du marché. Et ça, nos TGV n'étaient pas capables de le faire. Donc c'est les aménagements intérieurs, mais c'est aussi, je veux aller, un autre exemple, les Italiens viennent nous concurrencer sur notre axe historique de TGV, sur Paris-Lyon, avec leur nouveau train, donc très très bien, la concurrence, c'est toujours un challenge, etc. Et voilà, c'est que derrière, c'est nous, notre TGV, il faut très rapidement qu'il soit capable de dire, il y a un nouveau marché, il faut que j'aille en Italie, il faut que j'aille en Espagne, le Ouigo Espagne, c'est un carton au niveau transport, je veux dire, 100% de taux de remplissage des trains depuis un an, c'est du jamais vu. Ouigo, c'était 95-96%. Là, on est à 100%. J'ai été les voir l'année dernière, c'est énorme. Et donc voilà, c'est la modularité, c'est être capable très rapidement de dire, il y a un marché dans tel pays ou sur tel transport frontalier, il faut que je sois capable d'adapter mon train. Et le train, il est modulaire pour accueillir tous les équipements de sécurité qui existent en Europe. Et la modularité était déclinée comme ça sur tout le train. Et c'est le troisième axe de l'innovation, et je pense que c'est le principal, c'est être capable de s'adapter aux évolutions des mentalités et des besoins de mobilité. Petite question annexe. Est-ce que dans tout cela, vous tenez compte du fait que l'espèce humaine a quand même tendance à grandir et que, en particulier, des
des garçonnets dans mon genre, il y en a de plus en plus, et je vois régulièrement maintenant des gens qui me dépassent de 5 ou de 10 centimètres. Est-ce que il y a des gabarits qui évoluent à ce niveau-là, dans la prise de décision et dans la conception? Alors là, j'ai une mauvaise nouvelle. On s'est posé la question, enfin, on aurait bien aimé pouvoir augmenter l'espace intérieur. Alors, pour rester compétitif au niveau modèle économique et au niveau écologique, on était obligé de rester sur du 2 niveaux. Enfin, c'était vraiment indispensable. La différence de places assises, là, on vise 600 places sur un TGVM avec 15% de première et 85% de seconde. Sur un TGV 1 niveau, on est plutôt autour de 550 places. Donc voilà, on voit quand même que c'est 50% de places assises en moins. Donc ça, c'est sûr que au niveau du bilan carbone, c'est moins bon. Et après, on a une problématique, et là, c'est la faute de Christian, c'est qu'il a mis la caténaire trop basse. Finalement, c'est ça le problème. Et donc, si on veut, enfin, je le taquine, mais en vérité, c'est pas que de sa faute. Hein. Si on voulait aller plus haut, c'est tous les tunnels, tous les ouvrages d'art, toute l'infrastructure qu'il faudrait modifier, parce que le TGV aujourd'hui, le TGV de niveau utilise tout le gabarit disponible, qu'autorise l'infrastructure. Donc on peut pas augmenter. Et pour vous dire, juste une petite information. L'épaisseur de peau entre la salle supérieure et l'extérieur, c'est 4 cm. Et là-dedans, il y a toute l'isolation thermique, phonique. Et l'épaisseur entre le plancher de la salle haute et la salle basse, c'est 4 cm également. C'est-à-dire, vous roulez à 320 km/h sur 4 cm qui vous dire. On pouvait pas réduire. Très bien. Je ferai pour un mieux en ce qui me concerne. Il y avait aussi un autre sujet qui était la vision SNCF de l'offre de transport du futur par segment de marché. Est-ce que tu peux en dire un mot, ou peut-être à vous deux d'ailleurs, sur ce sujet-là? Alors, je peux commencer, je vais vite passer la main à Christian. Je l'ai un petit peu évoqué finalement sur notre problématique et notre feuille de route TGVM. Bien malin, qui va dire quelle sera la mobilité du futur. On voit qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'acteurs, de plus en plus. J'ai parlé du low cost aérien tout à l'heure, mais le covoiturage. C'est tout un écosystème de mobilité différente qui a, donc beaucoup de concurrence. De la concurrence sur le fer, c'est-à-dire qu'on commence à voir effectivement. Alors sur les régions, c'est déjà depuis pas mal de temps, mais même dans la grande vitesse, on s'aperçoit que voilà, ça y est, la concurrence arrive. Donc ça, c'est super, hein, c'est un très gros challenge. Ça va permettre évidemment d'améliorer le service. On va s'inspirer des points forts des uns et des autres, et ça va nous tirer tous vers le haut. Et derrière, c'est un vrai challenge pour la SNCF. C'est un vrai challenge, c'est-à-dire qu'en France, on critique beaucoup la SNCF. Parfois, c'est mérité. Parfois, nous, en tant que cheminots, on trouve que c'est un petit peu dur, mais c'est comme ça, on est français, on aime bien, qui aime bien châtie bien. Mais c'est à nous, SNCF, aussi, de faire la démonstration qu'on va être capable de relever ces défis du futur. Donc, il y a la concurrence. Ce qu'il faut voir, c'est il va falloir être capable de trouver la mobilité qui correspond à un marché. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est pas évident de se projeter au-delà de 5-10 ans, parce que le monde bouge tellement qu'il va être capable il va falloir s'adapter. Donc, c'est évidemment travailler sur la modularité, travailler sur proposer, bien capter les tendances du marché et être capable de s'adapter très très rapidement à. J'imagine que vous avez déjà intégré les annonces toutes récentes. Vous êtes en train de les intégrer concernant la disparition programmée à relativement court terme du moteur à explosion. Alors ça, oui, sur les engins. Alors c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Je sais pas si toi tu peux en parler un peu plus sur cette partie-là. Alors effectivement, autour du moteur à explosion, l'utilisation du diesel dans le monde ferroviaire. Alors déjà dans le monde global, et le chemin de fer par ça, c'est un système économe en énergie. Donc on veut présenter aux voyageurs, aux candidats voyageurs, le fait que c'est un système qui est vertueux vis-à-vis de ce sujet-là. Mais c'est pas le seul argument qui va permettre de doubler le trafic et d'avoir fatalement beaucoup plus de clients. Ce qu'il faut, c'est offrir des services. Il faut vraiment offrir des services de qualité
Alors, vis-à-vis des clients, ça commence par le digital. Toutes les offres, on parle beaucoup de SNCF Connect, mais les gens viennent aussi parce que SNCF Connect marche bien. Ils viennent parce que c'est vertueux au niveau écologique. Ils viennent aussi parce que on offre des trains, parce qu'il y a un service, parce que les endroits où il y a le plus de trains, c'est les endroits où on voyage le plus par le train. Il y a des pays où on cadence, on se pose pas de questions, on sait qu'on va n'importe où à n'importe où, qu'on a toujours un train toutes les demi-heures ou toutes les heures, voire toutes les 2 heures sur les grandes distances. Mais prenons par exemple Paris-Barcelone, qui est européen, qui est interopérable, qui est l'exemple même de la relation européenne future. Bah, il y a qu'aujourd'hui un train ou deux, très très cher, beaucoup plus cher que l'avion. Bah, c'est clair, hein, même mes enfants qui sont très écolos, influencés par leur père, bah papa, ouais, moi j'ai un billet à 30 € en avion. Avec ton train, c'est 100 €, quoi. Bon, voilà. Donc, il va falloir travailler absolument ça, faire un service donc de grande qualité. Puis alors après, il y a différents segments. Il y a le segment donc de site européen. Il y a quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure et qui est extrêmement important sur l'infrastructure et sur le matériel roulant, c'est l'interopérabilité européenne. Hein. Ce sont des règles, c'est de la loi. On a cette grande chance aujourd'hui que la Commission européenne se soit beaucoup investi dans le chemin de fer et ait fait écrire des règles d'interopérabilité. Je me permets de t'arrêter un instant parce que pour l'assistance ici présente, qu'est-ce que c'est que l'interopérabilité? Ça mérite voilà. Une explication de texte. Bah, quand j'étais gamin, aller de Paris à Berlin en train, c'était avoir une locomotive avec 4 pantographes, avec un système extrêmement complexe et plein de systèmes de signalisation. Donc il fallait le pantographe français, le belge et l'allemand, parce que sur un pantographe il y a des bandes, enfin c'est peut-être toi qui dois en parler, mais parfois il y a la bande acier, de la bande carbone. L'allemand accepte pas la bande acier, mais le belge, lui, il ne veut que ça, enfin etc. etc. On était arrivé finalement à cause de décisions historiques et finalement assez nationales, hein, parce que le chemin de fer, c'est un peu national sur le fond. Enfin, le chemin de fer historique, c'est un peu national. Et vous aviez des locomotives, hein, ça vous intéresse, c'est les 40 100, hein, des locomotives qui étaient comme ça, en inox. C'est des locomotives extrêmement compliquées parce qu'elles avaient plein de systèmes de signalos, plein de panneaux, plein de trucs, enfin voilà. Et l'Union européenne a dit, bah, vous savez que c'est la circulation libre des personnes et des biens. L'Union européenne a dit, bah, le chemin de fer doit participer à ça. Il ne doit plus y avoir de frontières techniques. Il n'y a plus de frontières, c'est Schengen, il n'y a plus de frontières politiques. Voilà, il ne doit plus y avoir de frontières techniques en chemin de fer. Donc on s'est tous réunis, on a tous travaillé dans des instituts de normalisation à l'Agence ferroviaire européenne pour écrire des règles communes. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'un panneau finalement pour aller de Paris à Berlin. Et il y a encore plusieurs systèmes de signalisation. Il y a plusieurs systèmes d'alimentation, mais les locomotives finalement passent assez bien les systèmes d'alimentation. La Signalo, il y a un système cible qui se met en place, qui s'appelle le RTMS, comme European Train Traffic Management. Voilà, donc c'est ça l'interopérabilité, c'est simplifier et qu'il n'y ait plus de technique. Et quand on construit l'infrastructure, comme quand on construit un train, on doit se conformer à ces règles. Et dans 50 ans, ben, il y aura un réseau techniquement complètement unifié, ce qui permettra de diminuer les coûts du matériel roulant, etc. Donc je reviens, il y avait le fret, il y avait le trafic TGV, le trafic européen dont on a parlé. Donc ça, c'est un vrai segment. Aller à Berlin en TGV, c'est peut-être un peu long, mais pourquoi pas aussi, ça, c'est pertinent. Ça allait déjà sur Cologne, Amsterdam, etc. Ensuite, il y a le TGV national, tu en as bien parlé, il a montré toute sa pertinence. Et la loi, d'ailleurs, sur le climat, veut qu'au-delà de 2 heures, en dessous de 2h30, s'il y a une offre ferroviaire, c'est celle-ci qui doit rester. Mais le train est encore bien pertinent au-dessus. Et après, le segment des nouveaux trains de nuit, on en parle. Éviter l'hôtel, se coucher à Paris, se réveiller au bord de la mer. Ça c'est aussi très, très pertinent. Et ça revient. Mais il y a les TER. Donc ça, les régions sont extrêmement intéressées et elles font tout. Elles investissent énormément. Et puis, il y a le fret. Et le fret, aujourd'hui, sa pertinence, au-delà du wagon ou de trains très, très particuliers, c'est les wagons, c'est les trains intermodaux, ça, qui finalement embarquent les caisses mobiles et qui embarquent les remorques de camions. C'est tout à fait impressionnant de voir. Enfin, si on va, par exemple,
dans la vallée du Rhin, c'est toutes les 3-4 minutes, il y a un train lourd qui va d'Allemagne ou des Pays-Bas qui traverse la Suisse et puis qui va en Italie. C'est des centaines de camions que l'on évite sur les autoroutes. Et en France, ça commence avec les autoroutes ferroviaires, avec également des opérateurs alternatifs qui font du Calais Perpignan, etc., etc. Et ça marche et ça se développe. Mais une fois de plus, je reviens, il faut pour ça une infrastructure qui soit fiable, qui soit de qualité et qui accepte ces trains. Donc l'avenir est très bon. Moi, j'ai grand espoir et j'y crois vraiment parce que de toute façon, il n'y aura pas d'autre moyen de décarboner. Je rappelle quand même que le transport, c'est 31% d'émissions de carbone. C'est 31%. Justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de la fin du moteur à explosion. Je pense aussi au moteur automobile. Il est évident que sur certaines distances, les gens seront bien obligés de se poser la question comment je me déplace pour aller voir ma tata à Carpentras. Ça, c'est clair. Une question subsidiaire sur tout ça. L'hydrogène, ça circule en Allemagne déjà. En France, c'est prévu un terme? En France, c'est prévu. Il y a des trains qui sont commandés. Et je crois que c'est sur Tours, Loche ou dans ce coin-là que les premiers trains vont rouler. Alors moi, j'aimerais dire une petite chose sur l'hydrogène. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'hydrogène, c'est que c'est une façon de stocker de l'électricité. Je trouve ça absolument remarquable. On peut stocker l'électricité par des barrages, soit turbinage, pompage, etc. Mais là, c'est un moyen de stocker l'électricité. C'est absolument génial. Je voudrais juste attirer l'attention aujourd'hui quand même que quand on est sur une ligne avec un trafic assez lourd, mais l'hydrogène a quand même aujourd'hui, l'industrie doit travailler. Aujourd'hui, l'hydrogène, même s'il est vert, il a un très mauvais rendement. Donc il faut vraiment faire des progrès. Et l'avantage de l'hydrogène, bien évidemment, c'est qu'on peut remplacer le moteur diesel, mais j'ai quand même la conviction que le chemin de fer structurellement par les rails et puis une caténaire qu'on peut relativement facilement installer, qu'il faudrait mieux utiliser cet hydrogène vraiment pour les camions, pour les avions, pour les mobiles qui, eux, n'ont pas la chance de pouvoir avoir une caténaire et des rails pour emmener le courant. Donc l'hydrogène, c'est super. Heureusement qu'on va voir ces expérimentations. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est pas que le chemin de fer, quoi. L'hydrogène, c'est vraiment tous les modes de transport qui devront en profiter. Et j'attire, si je peux me permettre encore, sur les trains, sur la décarbonation des trains. Il y a les trains à batterie, ça aussi c'est extrêmement intéressant parce que l'avantage justement de pouvoir mettre une caténaire, c'est qu'on peut faire des électrifications partielles, des petits bouts de caténaire où le train charge, enfin prend de l'énergie pour la traction, si ça grimpe par exemple, il charge sa batterie et puis après il continue sans caténaire là où ça coûterait très cher d'en mettre ou s'il y a des ouvrages d'art, ça coûte très cher de casser l'ouvrage pour passer le fil, etc. Donc, on a un panel de solutions dans le chemin de fer qui est tout à fait extraordinaire en combinaison avec le matériel roulant, entre le train hydrogène, le train à batterie et le train au biogaz. Ça roule déjà, le train au biogaz, avec des électrifications partielles ou des électrifications complètes. Le chemin de fer a un grand panel de solutions justement pour décarboner. Tu avais, en tout cas en ce qui concerne l'hydrogène, tu avais raison, puisqu'il y a un projet de recherche et développement initié par l'Union européenne pour le développement à court terme, enfin à relativement court terme, d'un moteur d'avion à hydrogène, sur lequel travaille déjà en France, par exemple, Safran. Donc dans les faits, c'est probablement une solution d'avenir pour le secteur aéronautique. Ah, mais il y a un tas de choses très intéressantes. Alors, tu parles effectivement de l'avion et de l'hydrogène. Mais vous savez par exemple qu'en Allemagne, il y a des autoroutes avec des caténaires pour les camions. Il y a, je crois, 4 longueurs entre 5 et 10 km où c'est testé, où c'est avec Siemens, où ils ont mis de la caténaire et puis les camions roulent en électrique. Et le gouvernement français vient de signer un accord avec l'Allemagne justement pour faire un test en France. Alors vous allez me dire, s'il y a tous les camions à la queue leu-leu, avec chacun avec leur pantographe, etc., avec une caténaire dont la géométrie est peut-être un peu plus complexe quand c'est guidé, pourquoi pas mettre ça sur des wagons ça, c'est une autre affaire. Mais il existe aujourd'hui un tas de moyens. C'est tout à fait passionnant de voir tout ce qu'on est en train de créer
pour décarboner et réussir. Et puis après, c'est les engins mixtes. Aujourd'hui, SNCF n'achète quasiment, enfin pour les TER, un engin n'est quasiment plus purement diesel, il est toujours diesel électrique, il est bimode. Donc on fait aussi des engins maintenant multimodes. Et ça permet vraiment de faire un grand pas dans la décarbonation. Bon, on notera donc, je crois que c'est Churchill qui a dit un ennui est une source de difficultés ou de problèmes. Ça, c'est pour le pessimiste. L'optimiste, quand il y a des problèmes, c'est des sources de progrès. Voilà. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup. Je pense que, Pierre, si tu peux nous dire quelques mots en ce qui concerne le futur et les pistes de croissance pour l'industrie manufacturière. De ton point de vue et fort de ton expérience, penses-tu que nous allons revoir un développement d'usines de fabrication sur le marché français? Je ne vais pas répondre à ta place, mais je pense que oui. Bon, je crois qu'il faut être optimiste, effectivement. On peut pas dire que tout est joué et qu'on ne fera plus, qu'il n'y aura plus d'industrie en France. Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un certain nombre de défis à relever. Le premier est sans doute celui du bien-être des hommes. Pendant longtemps, on a cru que on pouvait concevoir d'un côté et puis fabriquer de l'autre. Parce que la fabrication, c'est Charlot dans les temps modernes, un gars qui fait des tâches répétitives, où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de santé pour le bonhomme, il a des troubles musculo-squelettiques ou des choses dans ce genre. Donc il faut véritablement que nous ayons une industrie qui tienne compte des hommes et de leurs capacités, de leur valeur ajoutée. Laissons la faible valeur du travail aux robots, voire aux pays à faible coût de manœuvre, mais sur le sol français, ça me paraît difficile de faire autrement. Et ce que je peux dire à ce sujet, c'est que, évidemment, moi je pense qu'on ne peut pas concevoir sans avoir une idée de comment on va fabriquer. Et la fabrication, c'est pas simplement quelqu'un qui a les mains dans le cambouis dans une usine et qui fait des tâches répétitives, mais c'est aussi quelqu'un qui peut apporter une forte valeur ajoutée. Moi je me rappelle au CETIM, on a fait progresser les forgerons. Vous savez, la forge, c'est quoi? On va taper une pièce qu'on a portée à chaud jusqu'à temps qu'elle prenne la forme que l'on désire. Bon. Les forgerons, pendant longtemps, ont souvent procédé par essai-erreur. On leur demandait de faire une pièce, et puis ils essayaient de faire au mieux en procédant à beaucoup d'essais qui étaient répétitifs, laborieux, qui demandaient beaucoup de tâches à un ouvrier pour arriver au bout. On a pris le pari de faire un logiciel qui s'appelait à l'époque Simulforge, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, et on a réussi à faire en sorte que, d'abord, on fasse bon du premier coup, fini les répétitions d'essais jusqu'à temps qu'on obtienne la pièce voulue, et puis surtout, les gens de la fabrication, c'était plus des gens derrière des fours très chauds, etc., mais dans un bureau d'études qui concevait les produits et qui concevait surtout le procédé avec ce logiciel de simulation. Bon, ça c'est un exemple qui me semble important parce que je crois qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas simplement concevoir et fabriquer ensuite. Les deux choses sont mêlées. Le deuxième point, que j'aborderai rapidement parce qu'on en a parlé, c'est la complexification des systèmes. C'est vrai que les systèmes deviennent de plus en plus complexes, mais qu'il faut aussi savoir agir rapidement. Être agile, comme on l'a dit là, je pense que c'est indispensable, mais c'est pas facile à faire parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Et là, il faut véritablement faire un effort sur l'ingénierie système, pour employer des grands mots, pour développer des systèmes complexes et les développer rapidement. On ne peut pas mettre 10 ans à développer un système maintenant. Je crois que c'est quelque chose qui est passé. Et puis le dernier point qui me semblait important, alors c'est un peu la tarte à la crème, c'est le développement durable, mais je crois qu'il faut effectivement, on est bien obligé de tenir compte des changements climatiques. Ça c'est clair. Alors chacun le fait dans son coin.
Ce qu'il y a, c'est que, on en a parlé, il n'y a pas de mix qui est universel. Il n'y a même pas d'énergie universelle. Il faut mixer des choses en fonction de l'application qu'on veut faire. Sinon, ça n'a pas de sens. Bon, alors, il n'y a pas besoin d'avoir uniquement une énergie purement nucléaire, ni une énergie avec purement des éoliennes ou purement un réservoir d'hydrogène sur le toit. Je crois qu'à chaque fois, il faut réfléchir au mix énergétique qui va bien. Bon. Et puis évidemment, qui va bien pour éviter l'émission de gaz à effet de serre. Alors, ce que je voulais dire quand même, c'est que cette industrie nouvelle, on y croit. On y croit au point que les pouvoirs publics se sont réveillés sur le sujet. Et depuis quelques années, depuis même 2 ans, on assiste à des plans de relance qui s'appellent Relance 2030, première usine, au niveau de l'Europe, où on parle d'industrie 4.0. Donc on essaye de faire en sorte qu'on ait une industrie qui soit véritablement à la hauteur des enjeux qui se présentent et qui puisse apporter des métiers à forte valeur ajoutée et qui puisse aussi apporter notre souveraineté. On a trop sous-traité ailleurs. Moi, je me rappelle d'une époque où la profession des moulistes a complètement failli capoter. Et puis ensuite, les donneurs d'ordre, ils ont acheté des moules à des Chinois, des moules qui cassaient sans arrêt, qu'on faisait sans arrêt réparer. Il faut arrêter de faire ce genre de choses. Et là, les pouvoirs publics ont quelque chose à faire. Il faut que véritablement, alors pas qu'ils s'en mêlent très étroitement, parce que quand ils s'en mêlent très étroitement, généralement c'est une catastrophe, mais au moins qu'ils aident, qu'ils financent cette industrie nouvelle. Je crois que c'est possible. On a les ingénieurs pour le faire. Il suffit de donner un petit coup de pouce. Et puis, je pense qu'on devrait y arriver. Voilà. Donc, je vais terminer sur cette note d'espoir. Il n'y a pas que les ingénieurs, je crois, qu'il faut voir dans ces nouveaux systèmes. Bien sûr, il y a un certain nombre de gens, mais au niveau marketing, on en a parlé aussi tout à l'heure. Vous en avez parlé. Je crois qu'il faut savoir être agile. C'est pas la peine de concevoir des systèmes qui vont demander très longtemps à être développés. Il faut réagir assez rapidement. À ce sujet, je me permets, je crois que l'industrie et l'entreprise du futur sera peut-être beaucoup moins qu'elle ne fut, cette espèce de fonctionnement un peu d'armée napoléonienne avec au sommet le tout grand chef, avec des chefs intermédiaires, des chefs subalternes, des sous-chefs et puis enfin des exécutants. Parce que les exécutants ont parfois beaucoup à dire, ont parfois beaucoup d'informations qui ne remontent pas forcément et qui ne permettent pas de faire évoluer le système et les produits. Et sur cet aspect-là, je pense qu'il y a plus que probablement des axes de progrès importants, en particulier en France, où on a quand même une espèce de respect quasiment religieux pour les gens qui ont les fonctions et les formations les plus pointues et les plus huppées. Je suis un peu provocateur là-dessus, mais je pense que ça mérite de l'être, parce que on voit des entreprises, ça existe, qui fonctionnent avec des organigrammes relativement plats et qui néanmoins ont des niveaux de rendement et de performance qui sont tout à fait remarquables. C'est des choses qu'il faut absolument intégrer dans les réflexions pour le futur. Ça, je le crois vraiment. Il y a des choses qu'on a vécues que j'aimerais pas qu'on revoie au niveau industriel. C'est le fait que, par exemple, les donneurs d'ordre, alors les donneurs d'ordre, ce sont les grands de l'aéronautique, de l'espace, du ferroviaire, qui ont demandé à leurs fabricants, à leurs sous-traitants, à ceux qui leur vendent des composants, qui leur ont demandé de faire des offres via les services achats. Or, le service achat, il ne pense qu'à une chose, il ne pense qu'à ses objectifs, et ses objectifs, c'est de prendre finalement ce qui est moins cher. Résultat, on a tué beaucoup d'entreprises innovantes sur ce sujet-là, et ces sous-traitants et ces fournisseurs n'ont pas eu
leur mot à dire pour dialoguer avec les services de R&D du donneur d'ordre. Et ça, franchement, il faut maintenant continuer de travailler en réseau, hein, et éviter de passer par des étapes intermédiaires ou des hiérarchies intermédiaires qui ne font que finalement bloquer un certain nombre de choses et qui apportent peut-être une rentabilité à court terme, mais qui tuent littéralement les choses à long terme. Bon, maintenant je voudrais m'adresser au futur. Le futur qui est là sur sa chaise et qui boue parce qu'il n'a pas encore dit un seul mot. Et pourtant, tu as toi aussi des choses intéressantes à dire. Tu vas nous parler un peu de ton cursus qui est quand même plus qu'original. Et puis tu vas nous dire un petit mot sur le club de la grande vitesse ferroviaire et de la mobilité. Tu nous en diras quelques mots une fois que tu auras parlé un peu de ta formation particulière. Merci Hugo. À toi la parole. Exactement. Alors pour rappeler mon cursus que j'ai évoqué en tout début de la table ronde, donc je suis étudiant trinational en génie électrique et informatique industrielle. Pour parler en France, je dis que je fais un DUT et une licence professionnelle. Je serai en Allemagne, je dirais que je ferai un Bachelor of Engineering, et je serai en Suisse, je dirais que je ferai un Bachelor of Science. Voilà, et donc je serai diplômé dans les 3 pays, niveau Bac plus 3, et reconnu à l'égal des étudiants des cursus classiques. À l'heure actuelle, je suis en 2e année, donc j'ai déjà fait une première année en France à l'IUT de Haguenau. Je suis en train de faire une 2e année en Allemagne à la Hochschule de Offenburg, et j'aurai encore une 3e année à faire à la Haute École Arc de Neuchâtel. Alors si il y a déjà une petite comparaison à faire au niveau de la manière d'enseignement. C'est vrai que moi je suis arrivé en France en DUT avec grosso modo, en schématisant un petit peu, 50% de théorie, 50% de pratique. C'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. On voyait des choses en cours, et dans l'après-midi on allait le faire en TP sur du matériel industriel. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Arrivé en Allemagne, la méthode d'enseignement est un petit peu différente, hein, où là c'est quand même très très théorique. On a des cours en amphi assez poussés, et les Allemands sont très 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 friands de tout ce qui est mathématique, hein, et en termes de calcul, je peux vous dire que j'en ai déjà écrit des pages. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup, hein. C'est vrai que c'est un domaine que j'aime beaucoup, l'électricité. C'est quelque chose qu'on voit dans tout le panel qu'on peut imaginer, de l'électrotechnique avec les applications industrielles, en passant par l'électronique jusqu'à l'informatique qu'il y a derrière. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de parler avec les 3 pays. Donc d'abord dans la partie académique, mais aussi dans la partie industrielle, où on va voir des entreprises, et dès qu'on va voir une entreprise et qu'on dit on étudie dans 3 pays, ils sont tout de suite là à nous écouter. Ah oui, dans 3 pays, c'est quand même pas évident. Chapeau pour votre projet. Bon, pour la Suisse, tu pourras nous en parler, mais l'année prochaine, autrement dit. C'est ça, faudra que je revienne l'année prochaine pour maintenant, vous faire le retour d'expérience. Quelques mots sur le club de la grande vitesse ferroviaire et de la mobilité, mais rapidement, parce qu'il y aura peut-être besoin de 2 ou 3 questions. Alors, je vais faire ça très rapidement. Donc, le club de la grande vitesse ferroviaire, c'est un club qui a été créé fin 2018 lors du retrait des premières générations de TGV, où là tous les spécialistes, hein, les ingénieurs qui l'ont conçu et tous les experts qu'il y a derrière se sont rendus compte que il n'y avait rien pour préserver d'abord ce patrimoine industriel, mais aussi tout le savoir-faire qu'il y avait derrière. Et là, on peut citer par exemple aussi une phrase d'Aimé Césaire que j'aime beaucoup, qui disait que un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Donc, ce qu'on essaye en fait de concevoir au club de la grande vitesse ferroviaire, c'est un outil nouveau qui permettrait de préserver ce patrimoine-là. Hein, encore une fois, ce patrimoine industriel, mais aussi ce savoir-faire qu'il faut pas oublier, et le mettre à disposition du monde académique et du monde industriel, pour faire le pont entre les deux, et aussi rendre le ferroviaire accessible à tous,
quand je dis le monde académique, hein, ça part du CAP jusqu'au cursus d'ingénieur, donc c'est vraiment une visée très large. On peut dire au fond que, par exemple, les mésaventures de l'EPR sont un peu aussi une des raisons pour lesquelles s'est fondé ce club, puisque entre la dernière tranche nucléaire et la commande de l'EPR de Flamanville, il y a eu 16 ans d'écart. Et pendant cette période-là, le maintien des compétences ne s'est pas forcément réalisé, ce qui explique ensuite toutes les difficultés de pilotage de projet et toutes les difficultés également d'ordre technique. Même si probablement, s'il y avait eu une volonté réelle et que les compétences avaient été maintenues durant ces 16 ans, peut-être que le projet se passerait mieux qu'il ne s'est passé, il n'est pas tout à fait terminé. Merci pour votre présentation. Il y a une chose qui me gêne un petit peu, c'est que vous avez surtout parlé de la SNCF, c'est un petit peu normal avec le casting que vous avez fait, et surtout du transport des personnes, et pas tellement du fret. Et pourquoi est-ce qu'on ne développe pas davantage le fret fluvial, ce qui a l'air d'être important dans les autres pays? Et puis la deuxième question, c'était pour Monsieur Devallant, qui nous a fait très peur au début, tous les deux d'ailleurs, Monsieur Houry et Monsieur Devallant, en nous expliquant que l'industrie, c'était plus rien chez nous. Admettons que vous soyez président et Premier ministre, qu'est-ce que vous feriez ? Sur le transport fluvial, alors fret, on l'a cité une fois, c'était minimaliste, mais effectivement le fret, c'est un des axes de décarbonation et d'amélioration du transport. Alors ce qu'il faut voir en France, une fois de plus je vais faire une comparaison avec l'Allemagne vis-à-vis du transport fluvial. Pour que le transport fluvial présente un intérêt fort, il faut finalement des gros bateaux. Et bien les canaux à grand gabarit, le Rhin, pour ne citer que lui, ou la Seine entre Le Havre et Paris, sont équipés pour accepter des gros bateaux et avoir des péniches de grand gabarit. Il y avait toujours le très grand débat, je crois, canal Seine-Nord, ça doit être avec la Meuse ou le Rhin, enfin bon. Ça n'a jamais été financé, ce qui fait que finalement, en France, on se retrouve finalement avec des canaux, avec des voies fluviales ou des canaux de relativement petits gabarits qui permettent pas finalement aux péniches, aux grosses péniches, aux gros bateaux de circuler. Alors, il y a quand même une chose intéressante qui se fait en ce moment, c'est la complémentarité voie ferrée et voie d'eau. Parce que ça, on parle d'Interland de grands ports. Hein. Il faut savoir que 30% du trafic d'Anvers, je crois, part par le rail. De même, Barcelone a investi énormément. Enfin, en gros, tous les grands ports qui investissent dans le rail sont des ports aussi qui sont dans une dynamique commerciale ou transport de marchandises extrêmement importante. Donc en France, on commence à travailler complémentarité, eau, fer, et je crois même d'ailleurs que Le Havre jusqu'à Paris, Le Havre, Rouen, Paris, ont créé une autorité portuaire justement pour faire de la meilleure complémentarité possible et pour aller le plus loin possible dans l'Interland, enfin en gros dans la France, voire l'Europe et derrière, en utilisant au mieux le bateau, enfin la péniche, quoi. Et sachant que c'est vraiment le meilleur, c'est un moyen extrêmement écologique en termes, ou énergie efficient en énergie. Et en Europe, c'est partout pareil. Hein. Alors il y a Strasbourg en France aussi qui est, je crois, le deuxième port fluvial de France et qui, d'ailleurs, à titre d'exemple, construit en ce moment 100 km de voies ferrées dans son port pour faire la complémentarité avec le fer. Donc les deux, à mon avis, les deux gagneront ensemble. Voilà, je sais pas, ça répond peut-être très partiellement à votre question, mais au moins voilà ce que je fais dans le domaine. Voilà. Monsieur Devallant, si vous étiez Premier ministre. Oui, bon, écoutez, je n'ai pas la prétention d'être un jour Premier ministre ou Président. Ce que je peux vous dire, c'est que, à travers l'expérience que j'ai vécue sur le déclin de l'activité industrielle, c'est qu'en fait, les présidents et les premiers ministres qui ont
gouverné la France depuis les années 70 jusqu'à maintenant sont des gens qui ont écouté des personnes qui n'avaient aucune compétence sur le sujet. Quand on va écouter des économistes sur l'industrie, ou quand on va écouter des philosophes sur l'industrie, des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une usine, je crois que quand même, il faut savoir avec qui on dialogue. Ça me paraît extrêmement important. Moi, j'ai connu, alors effectivement, on n'échappera jamais à l'effet hiérarchique, comme notre animateur le disait, mais quand même, il faut l'utiliser à bon escient. C'est sûr, moi j'ai connu des PME à qui on refusait leur crédit d'impôt recherche. J'ai connu aussi des grandes entreprises, quand leur crédit d'impôt recherche était refusé, qui allaient directement à l'Élysée ou à Matignon, en disant « moi je vais supprimer 3000 postes si vous me supprimez le crédit d'impôt recherche ». Alors effectivement, là, il n'y a pas de problème. Tous les grands de ce monde en France, en tous les cas, le crédit d'impôt recherche, ils l'ont. Tous les petits que je connais, on leur refuse et ils ne savent même pas pourquoi. Donc, ce que je peux dire, écoutons les gens qui sont du métier et qui parlent de leur métier, et puis travaillons un peu plus en réseau et moins de manière hiérarchique. Ça éviterait quand même beaucoup de hiatus. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Alors je souscris complètement à ce que vous dites, mais je voudrais une petite note d'optimisme quand même dans nos fournisseurs pour le chemin de fer. J'ai remarqué, alors tout ce qui est gros matériel, ça a été pareil, j'ai travaillé 40 ans. Dans les 40 années, j'ai vu, il y avait 4 fournisseurs de gros transfo en France, il n'y en a plus un seul aujourd'hui. Enfin, il y en a un qui vit très difficilement. Appareillage électrique, il y en a plus. Par contre, les entreprises qui portent des noms français, elles continuent. Elles existent toujours, mais elles fabriquent très très loin. Mais par contre, il y a un tissu, je peux vous assurer, qu'il y a un tissu de petites entreprises, agiles, très performantes, qui ont investi dans le numérique, qui ont quelques ingénieurs et techniciens de bon niveau, qui fabriquent des petites pièces, c'est vraiment formidable de voir ces petites boîtes qui allient le numérique. Il y a des boîtes qui font l'intelligence artificielle pour détecter des choses, mettons, sur les voies ferrées, etc. Mais c'est des boîtes formidables, vraiment formidables. Et ça, il faut qu'on les soutienne. Et effectivement, quand elles luttent pour avoir les crédits d'impôt recherche, elles luttent. Et ça, c'est une des missions des boîtes d'État, justement, comme sans doute EDF, RATP, SNCF, etc. C'est d'aider ces petites boîtes-là, de faire des consortiums pour la recherche. Et on a la chance, au niveau, vous parlez des services achats. Les services achats, alors ils ont aussi un but quand même important, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de corruption, des choses comme ça. Ça, c'est très important parce que voilà, c'est un travers qui peut malheureusement arriver n'importe où et n'importe quand. Mais il y a quand même des lois, et donc il faut appliquer les lois. D'abord, on essaye de faire du mieux-disant dans les achats. De plus en plus, les grosses boîtes que j'ai citées, on essaye de faire du mieux-disant et de quitter le moins-disant qui est mortel. Voilà. On essaye d'aller vers le mieux-disant, de un. Et de deux, la deuxième chose qu'on fait, il existe des lois européennes qui permettent de faire ce qu'on appelle des partenariats d'innovation. Alors David pourra en parler très longuement, parce que je crois que le TGVM, il vient de là. Quand on a une bonne idée et que l'on veut trouver un industriel pour la développer, on fait un partenariat, on lance un appel d'offres entre plusieurs industriels sur l'idée que l'on veut rechercher, et avec celui qu'on gagne, on peut faire la recherche et après construire et avoir le marché. Ça évite d'avoir les entreprises qui font de la recherche, puis après on leur dit mon bon monsieur, vous êtes bien bon, et puis finalement il faut que je lance un appel d'offres maintenant. Et ça, c'est des procédures très intéressantes qui permettent d'avancer. Je peux peut-être ajouter quelques mots là-dessus. C'est vraiment une procédure, alors comme le dit Christian, le partenariat d'innovation, ça date de 2014. C'est fondé sur les 15 ans de stagnation de l'innovation dans le train à grande vitesse qu'on a connu au début des années 2000, de par les procédures d'appel d'offres que je vous expliquais tout à l'heure, où on n'avait qu'une relation client-fournisseur avec l'industriel. SNCF commandait un train à un industriel, et donc si on y mettait trop d'innovation, comme c'était l'industriel qui prenait tout seul les risques, on se retrouvait avec un appel d'offres qui avait avorté parce qu'on n'avait pas de fournisseur.
Et donc, ce partenariat d'innovation s'inspire de ce qui se fait en Asie. Les Japonais ont jamais abandonné le concept de co-conception. Quand j'ai été en 2015 à l'UIC High Speed à Tokyo, qu'on a rencontré nos homologues qui font de la grande vitesse au Japon, on leur demandait quelle relation vous avez avec votre industriel. Et il a dit, on est partenaire. On est partenaire. On teste l'innovation très longtemps en amont. Et donc ils font des prototypes, des trains prototypes qui circulent pendant presque 2 ans, avec toute l'innovation qu'ils avaient en banque au moment où ils ont fait ce prototype. Et au bout de 2 ans, ils retiennent les solutions et ils les intègrent dans un train de série. Et le partenariat d'innovation, c'est ça l'idée. C'est revenir à ce qu'on faisait avant les années 2000, avant ces règles d'appel d'offres européens. C'est finalement recréer le partenariat avec l'industriel entre le client et le fournisseur pour se challenger, retenir les innovations qui vont permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et de partager les risques. C'est-à-dire qu'avant de signer le contrat, on se dit, voilà, cette innovation, on veut la mettre, elle n'est pas mature. Par contre, on va prendre le risque ensemble. Si on n'y arrive pas, on sera partenaire. C'est-à-dire qu'on assumera ensemble les conséquences. Et ça, ça a tout débloqué. Les personnes qui étaient présentes autour de cette table, voir que sur les défis de la mobilité du futur, il y a quand même pour le marché français, et on va dire aussi en Europe, pas mal d'espoir, pas mal de perspectives tout à fait intéressantes et qui intéresseront, j'espère aussi beaucoup, les jeunes dont on a le plus grand besoin si on veut que la France et l'Europe conservent une certaine forme de leadership. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.